Cannelle, cannelle. Eh oui, cannelle. Ouais oui, ouais, viens là. Hein? Eh oui, c'est l'heure de manger. Hein? Tu veux manger? Ah, il y a de l'eau dedans. Il n'y en a plus. Eh oui, voilà. Ta maîtresse revient demain. Ta maîtresse revient demain. Que tu vas être au chaud. Demain. Demain soir. Hein? Voilà, donc ça n'a pas été évident de vous parler parce que je voulais entamer une réflexion sur le conditionnement suite à, à la petite séquence que je vous ai déjà envoyée, que vous avez pu voir sur cette expérience qui a été faite. Alors, c'est pas l'expérience de 1000 grammes comme on en a. Je recherchais le mot, certains me l'ont dit, j'ai regardé, effectivement 1000 grammes. Alors là, c'est une autre type d'expérience qui consiste à, à, à voir ce que nous sommes capables de faire dans un environnement collectif, simplement, une attitude collective qui est sans, qui n'a pas de sens et qu'on se met à, à observer, qu'on finit par faire comme les autres, même si ça n'a pas de sens. Et ça en dit long, parce que quand vous tirez le fil de cette expérience-là, vous dites que ça peut avoir ça a une résonance à plusieurs niveaux. Et j'aimerais bien décliner ces différents niveaux avec vous. Mais comme il y a des gens qui sont là, ils vont me voir parler avec le téléphone, enfin on va voir ce que ça donne. Bon, allez, hop, je reprends la caméra. Voilà. Donc, on va monter tranquillement. Oh, et alors nous sommes le samedi 30 décembre. Ça y est, on touche à la fin de l'année. Et oui, je voulais m'entretenir avec vous de cette expérimentation qui a été faite où on voit dans une salle d'attente, on voit qu'avec un signal, tout le monde se lève. Et donc il y a un cobaye qui ne comprend pas au début et qui va finir par se lever comme les autres. C'est-à-dire par mimétisme, elle finit et elle explique après qu'elle se sentait mieux quand elle s'est mise à faire comme les autres, même si ça n'avait pas de sens. Pourquoi? Pourquoi une telle force? Pourquoi le collectif a une telle force sur nous? Parce que nous sommes des êtres aussi, nous sommes des êtres sociaux, nous ne sommes pas des êtres isolés. Et par mimétisme, parce qu'il y a en nous, ils appellent ça, les neurologues, ils appellent ça les neurones miroirs, mais il y a en nous une fonction de mimétisme. C'est-à-dire que nous imitons, nous répétons ce que font un collectif. Alors nous nous retrouvons, aussitôt que nous nous retrouvons seuls dans un environnement collectif nouveau, progressivement nous adopterons les codes de cette nouvelle communauté ou de ce nouveau collectif par conformisme. Parce que ce mimétisme conduit à une forme de conformisme. Et ce conformisme, c'est ce qui caractérise toutes les sociétés. Dans toute société, vous avez un conformisme. Il est alors c'est un conformisme qui va d'un conformisme pas vestimentaire, dirons-nous, un conformisme morphologique, c'est-à-dire le corps va épouser
l'ensemble, le type du milieu dans lequel nous sommes, les expressions du visage, tout. Une société très souriante, tout le monde va sourire. Une société qui fait la gueule, tout le monde va faire la gueule. Parce que sourire sera considéré comme quelque chose d'anormal. Une société où il n'y a pas d'expression de visage, très très vite, on n'aura pas d'expression. Une société dans laquelle nous serons une société qui exprime très extravertie, nous aurons d'autres expressions. Ça donnera des morphologies différentes, ça donnera des rides différentes, ça donnera, et le corps, les mouvements, les gestes. Vous parlez avec vos mains dans certaines cultures, vous parlez sans vos mains dans d'autres cultures, le corps ne bouge pas de la même manière, mais tout cela, c'est le conditionnement dans lequel nous nous trouvons qui conduit à un conformisme auquel nous nous adaptons. Parce que vivre contre le conformisme, vivre contre la donnée, je dirais, collective, c'est extrêmement difficile. C'est difficile pour un humain, j'entends. C'est très difficile. Mais vous savez, les animaux ont cela aussi. Les animaux s'adaptent à nous et finalement nous imitent. Je l'ai vu avec mon chat. Progressivement, il a fini par adopter mon mode de vie. Il s'est conformé à mon mode de vie. Et vous arrivez ainsi à vivre une harmonie, soit avec les animaux domestiques, soit avec les autres humains. Si vous n'êtes pas dans un conformisme, vous êtes fatalement marginalisé. Et là, il n'y a pas de notion de morale, hein, attention. Pour l'instant, je n'aborde pas du tout la question, oui, c'est bien, c'est pas bien. C'est pas sous cet angle-là que je le vois pour l'instant. Je vois juste pour l'instant comme un mécanisme qui opère sur tous les êtres humains. Personne n'y échappe. Et dès que nous sortons du ventre de la mère, le mécanisme est en route, les neurones miroirs sont en marche et nous fonctionnons par mimétisme. Et ce qui fait que beaucoup de nos habitudes, de nos comportements, de nos réactions, de nos joies, de nos sourires, de nos peines, de nos émotions sont souvent le fruit d'un conditionnement plus que d'une véritable authenticité d'ordre individuel. Ce n'est pas nous qui nous exprimons, c'est nous qui nous exprimons dans un collectif. Et ça, c'est important d'en prendre conscience. Parce que ça relativise, si vous voulez, notre ego. Ça relativise notre illusion de nous-mêmes et de notre liberté. En réalité, seuls les fous sont libres, parce qu'eux ne sont pas dans ceux qu'on appelle les fous en général sont des gens qui ne fonctionnent pas avec nos codes, qui ne fonctionnent pas avec notre manière d'être et ils sont fatalement marginalisés dans la société et on dit qu'ils sont fous. Mais en réalité, ils ont leur propre fonctionnement et leur propre fonctionnement qui nous paraît déraisonnable, eh bien, ça échappe au conditionnement collectif. Et peut-être les fous sont-ils plus libres que nous, puisqu'ils ne se sont pas conformés à la pensée collective, ils ne se sont pas conformés à la manière de vivre collective, au code du collectif, et donc ils se sont individualisés, pour le coup, vraiment individualisés, mais sont devenus fous. Et c'est vrai que pour certains, ils sont vraiment fous, mais pas toujours, pas toujours. Ça donne des gens particuliers, ça donne des êtres très particuliers, ceux qui échappent au conformisme. Il y en a, ils sont certainement très minoritaires, évidemment, on le voit, ils sont très minoritaires. Mais vous avez des natures d'êtres humains, des natures d'hommes, qui eux échappent certainement à ce conformisme, peut-être simplement qu'il y a une raison chimique, c'est parce qu'ils n'ont peut-être pas leurs neurones miroirs qui fonctionnent correctement, et donc ils ont peut-être une forme d'autonomie qui les distingue des autres, et donc qui nous paraît des fois, comme c'est non conforme, ça nous paraît parfois bizarre. C'est ce qu'on exprime des fois dans chez ce qu'on trouve chez les autistes. Les autistes
on a remarqué qu'ils avaient un problème de neurones miroirs. Certains l'ont dit, j'ai vu certains neurologues. Et donc, ils cherchent des traitements pour réactiver ces neurones, ou tout au moins pour faire en sorte qu'ils se réinsèrent plus facilement dans la société. On a donc une palette, si vous voulez, devant nous de pistes de réflexion qui sont intéressantes. Parce que c'est, avant de partir sur nos grands chevaux existentialistes, nos grandes réflexions philosophiques, il est bon de tenir compte de ce que nous sommes, nous, humains, de comprendre qui nous sommes et de voir que nous sommes des sortes de machines qui fonctionnons avec des mécanismes naturels, chimiques, biologiques, qui conduisent à des comportements stéréotypés. Et de là, ça relativise notre propre indépendance d'esprit, ça relativise notre propre possibilité de réfléchir par nous-mêmes, ça relativise ce qu'on appelle la liberté également. À partir du moment où nous sommes très conformistes, c'est difficile d'imaginer dans ce schéma-là que nous sommes des êtres absolument libres. Nous sommes des êtres qui réagissons dans un environnement collectif. C'est différent. Et nos réactions nous conduisent à des prises de position, à des réflexions, etc. Bonjour, un petit chien. Bonjour. Voilà. Donc là, il y a des gens devant moi, il y a des gens derrière moi, ce qui n'est pas évident pour discuter. Parce que j'aime bien être seul sur mon chemin. Ben là, c'est samedi, il y a du monde et donc j'ai pas la concentration nécessaire pour justement m'exprimer à ce propos. Alors je vais reprendre mon propos un peu plus loin, je vais voir si je peux trouver un endroit où je suis seul pour continuer ce type de réflexion à laquelle vous êtes conviés à participer, bien entendu. Allez, à tout à l'heure. Bien, ben voilà, me revoilà. J'ai discuté un peu avec un voisin qui balade son chien. Et puis, du coup, je reprends le fil de notre réflexion à propos de cette expérience qui a été faite concernant le conditionnement social. Et c'est pour ça que, si vous voulez, aujourd'hui, par exemple, le wokisme s'étend à partir des facultés. À partir du moment où vous avez un nombre important qui adhère à ces idées du wokisme, fatalement le groupe va adhérer parce qu'il sera très difficile de se marginaliser par rapport à la convention du groupe. C'est comme ça. Et si vous voulez, il faut être un peu autiste. Si je poursuis, si j'en reviens à ce que je disais sur l'autisme, il faut être un peu autiste, c'est-à-dire avoir quelques défaillances visiblement au niveau neuronal concernant cette fonction qu'on a du mimétisme pour justement profiter d'une forme de regard avec un recul sur le monde qui nous entoure et la société qui nous entoure. Ça isole, oui, mais ça permet d'avoir une forme d'indépendance et de ne pas être trop victime du conditionnement. C'est ça qui fait de nous des êtres libres, c'est d'arriver à nous... Il n'est pas exclu que... Vous savez, on en est au début de la neurologie et c'est toujours intéressant d'avoir en parallèle cette vision un peu scientifique, ces expérimentations scientifiques du cerveau pour savoir jusqu'où, qu'est-ce qu'on appelle être normal, constitué normalement. On s'aperçoit que parfois avoir certaines anomalies, même au niveau neuronal ou au niveau physique, conduit à développer des qualités que n'ont pas les gens dits normaux. Et c'est comme ça que nous pourrions dire presque, si nous avions un appareil qui permet de scanner les cerveaux des saints et des mystiques et des gens particuliers, peut-être qu'ils avaient en eux des fonctions altérées pour aboutir à une forme
à une forme de pensée autonome, une forme de point de vue particulier qui les a distingués des autres. Parce que vous avez des êtres, ils se distinguent du groupe. Ils sont provocateurs à un moment donné. Ils ne sont pas comme les autres. Alors, il y a ceux qu'on enferme dans des hôpitaux psychiatriques, il y a ceux qu'on estime être des génies, et eux par contre sont des génies, sont des gens à part, qui réussissent après dans leur vie en ayant des facultés absolument démultipliées. Mais ça, c'est dans le monde artistique, dans le monde scientifique, dans tous les milieux, vous avez des êtres à part qui, ayant une fonction d'autonomie beaucoup plus grande que la majorité qui, elle, est très conformiste, vont se distinguer. La distinction du groupe vient d'un manque de conformisme, de cette qualité dans laquelle sont les gens, où ils sont tous mimétiques et se ressemblent tous. Et c'est intéressant cette piste-là parce que ça permet de considérer ce dont nous parlons habituellement, de considérer ces questions-là avec un autre point de vue, pas forcément avec le point de vue là aussi conventionnel, en imaginant que vous avez des pathologies et que si vous avez une pathologie, je parle au niveau neuronal, vous êtes forcément quelqu'un qui a besoin d'être soigné. Non, ça veut dire que peut-être que vous êtes dans une forme de sphère où vous êtes peut-être isolé, mais que cette isolation vous permet de penser différemment que le groupe, de réagir différemment et d'apporter quelque chose au groupe par votre distinction. Voilà ce que m'inspire cette expérimentation que vous avez vue dans une vidéo précédente. Hein, c'est juste la vidéo d'avant. Ensuite, ça explique beaucoup de choses parce que je parlais du wokisme. Ah oui, le wokisme, c'est quoi? C'est une idée absurde. Tout ce que génère, c'est comme le gauchisme. En fait, ce sont des perversités qui conduisent souvent soit à des dictatures, à des régimes autoritaires ou à une forme de folie collective, mais beaucoup de gens s'y conforment simplement par mimétisme et par convention. Et quand vous avez dans les facultés les jeunes qui sont dans un milieu où le wokisme est majoritairement présent, ils vont tous se conformer à cette pensée unique par confort, conformisme. C'est-à-dire que ça va être très dur de résister au milieu ambiant. Ça va être très très difficile. Et pour ça, il faut une force intérieure terrible pour vous distinguer justement de la pression collective. Par exemple, dans cette salle, vous voyez cette femme qui est asiatique d'ailleurs, ce qui n'est pas non plus un hasard. Et parce que les Asiatiques sont très très modélables par rapport au collectif. Ils sont très sensibles au collectif, beaucoup plus que d'autres espèces, je dirais, que d'autres ethnies. Et cette conformité, eh bien, on voit elle le dit dans ce reportage, je me sentais mieux finalement. Même si ce que je fais est absurde, mais le fait de faire comme le groupe, ça va mieux. Eh bien, ils ont expérimenté ça avec la crise sanitaire et ça a marché à merveille. Il était inutile, dans la plupart des cas, d'avoir le masque. Eh bien, les gens, par conformisme, le mettaient, même tout seul. Par exemple, là, sur mon chemin, j'avais des gens avec le masque. C'était par conformisme. Et le fait de ne pas avoir de masque était justement considéré comme quelque chose de non-conformisme. Et donc, vous deveniez immédiatement le bouc émissaire du groupe, parce que ce qu'il faut voir, c'est que conformément au mécanisme de mimétisme, vous avez en parallèle le phénomène du bouc émissaire. René Girard en a parlé, j'ai vu que des gens connaissaient bien, c'est-à-dire qu'il y a des articulations entre ces mouvements-là, le conformisme et le bouc émissaire. Et le bouc émissaire est une forme de conformisme mimétique qui consiste à se défouler sur un élément du groupe qui, lui, sera jugé comme non conformiste. Et donc, ça devient le bouc émissaire, et tout le corps social va donc exercer un exutoire sur la personne qui va recevoir tout le mal sur elle, tout le mal du groupe. Tout ce qui est de mauvais, elle va se défouler, le groupe va se défouler sur le bouc émissaire et du coup, par mimétisme, va finir par tuer le bouc émissaire. C'est un mécanisme collectif qui est
qui a été repéré et qui a été vu par René Girard sous un angle nouveau avec le Christ, le bouc émissaire, mais le bouc émissaire qui lui justement renverse, je dirais, la table. Mais ça c'est une autre histoire, ça fait partie de son développement. Si ça vous intéresse, je ferai une vidéo là-dessus. Donc du coup on est sur un schéma qui nous remet nous-mêmes en cause. C'est-à-dire que c'est bien de se poser la question dans nos gestes, dans ce que nous faisons, est-ce que je le fais par conformisme ou je le fais par autonomie? Est-ce que je suis autonome dans ma pensée ou je suis influencé? Est-ce que je dis cette chose par conformisme pour être bien dans un groupe, pour avoir du monde derrière moi, ou est-ce que je le dis par conviction personnelle? Et en fait, il faut se forcer à bloquer nos neurones miroirs pour pas justement être susceptible d'imiter les autres. Parce qu'il y a un moment donné où l'imitation dans l'éducatif, ça va bien, ça nous aide, parce que c'est ça qui nous rend socialement assimilables, mais trop de mimétisme conduit à une perte d'autonomie. Et du coup, vous n'êtes plus indépendant dans vos choix, dans vos pensées et dans ce que vous faites. Par exemple, quand je rigole, est-ce que je rigole parce que les autres rigolent ou parce que je trouve que ce qu'il a dit est drôle? Des fois, vous êtes à une table. Bon, testez-vous en permanence, vous allez voir. Vous êtes à une table, surtout en ce moment avec les fêtes. Bon, il y a des réunions, on se réunit à plusieurs et tout ça. Puis vous avez un mec qui sort une connerie, une blague. Vous êtes seul avec la personne, elle vous sort une blague, bah, vous souriez, mais voilà quoi, la blague, elle tombe à l'eau. Elle vous plaît pas cette blague en fait. Et vous rigolez, vous faites un peu plaisir à la personne pour pas qu'elle soit déçue de son effet. Donc par compassion, vous lui faites plaisir en lui faisant penser que sa blague elle est marrante, mais au fond de vous-même, vous souriez comme ça. Bon. Et puis, vous avez plein de personnes autour de vous, vous êtes entre amis, le même bouffon fait sa blague. Alors cette blague, vous la trouvez toujours aussi nulle, mais vous rigolez à pleine voix parce que tout le monde rigole. Et par contagion, vous rigolez. Et là, vous perdez votre autonomie parce qu'en fait, vous rigolez parce que vous voyez que tout le groupe rigole et que si vous ne rigolez pas, c'est vous qui allez être accusé d'être un mauvais joueur, quoi, que vous allez être que vous êtes un pisse-froid. Parce que vous vous marginalisez. Si vous ne riez pas dans un groupe qui rigole, vous vous marginalisez. Pareil dans un type émotionnel où c'est le contraire, où vous pleurez. Donc si tout le monde pleure et que vous n'êtes pas triste, vous vous sentez marginalisé. Donc vous allez faire semblant d'être triste pour complaire au groupe. Ça nous arrive 1000 fois dans les situations, dans les groupes de voyage. On voit ça dans les voyages organisés. Il y a des mimétismes évidents que vous observez les gens qui sont en groupe, qui se déplacent avec un guide qui les fait chier. Tout le monde va faire semblant de s'intéresser pour pas être celui qui passe pour un imbécile. Vous voyez, et c'est vrai pour l'école, et c'est vrai pour l'université, et c'est vrai dans le monde artistique. Et c'est vrai, regardez dans le monde artistique la difficulté que ont les gens de se distinguer. Un génie dans le monde artistique, c'est quelqu'un qui est un peu autiste. Si vous n'êtes pas autiste, vous allez ressembler aux autres et vous allez faire la même soupe que les autres. Ça n'a pas d'intérêt. Dans le milieu artistique, si vous voulez réussir, il faut vous distinguer, quelle que soit votre distinction. Et cette distinction, cette patte que vous allez avoir vous-même, elle viendra fatalement provoquer l'ensemble. Mais cette provocation va soit vous élever, soit vous marginaliser, parce qu'effectivement, c'est le risque. Il y a des marginalisations qui vous élèvent, parce que le groupe reconnaît en cela une étincelle, un génie, puis il y en a d'autres qui disent non, c'est de la folie. Je dirais, c'est comme tout à l'heure, la distinction que je faisais entre celui qui finit dans un hôpital psychiatrique, parce qu'il s'est distingué vis-à-vis du groupe, mais il est devenu fou, ou l'autre, ou le génie qui, lui, n'est pas dans un hôpital psychiatrique, mais par contre est devenu milliardaire, parce que, justement, sa différence, lui a permis de s'élever du groupe. Soit vous vous soustrayez au groupe par le bas, soit par le haut. Et l'artiste, c'est pareil, soit il se marginalise et descend dans les bas-fonds de l'anonymat et il disparaît, et il finit peut-être aussi dans un hôpital fou en pensant qu'il est incompris, ou soit il se distingue par le haut parce qu'il a trouvé la particularité qui l'élève et les autres ont reconnu en lui un génie. C'est la double peine.
Mais dans les deux cas, il est marginalisé, que ce soit en tant que riche ou en tant que pauvre, c'est-à-dire en tant que type qui a réussi, qui devient peut-être milliardaire, mais isolé d'une certaine manière, parce qu'il ne supportera jamais le groupe, et ou l'autre qui finit dans un hôpital psychiatrique, voilà, ou SDF. Mais les deux sont toujours marginalisés, le génie comme le fou. Et donc, il faut savoir que quand vous êtes artiste, eh bien, si vous n'êtes pas autiste, vous ne pouvez pas réussir. Quand je dis autiste, j'exagère. Mais je veux dire par là, quand vous avez cette fonction mimétique qui est comment dire, quand vous avez cette fonction mimétique qui est atrophiée, vous avez plus de chances de vous distinguer et de trouver votre profil, de trouver votre marque à vous. Et votre marque à vous, votre concept à vous, il va se distinguer à partir du moment où vous êtes différent des autres. Et le groupe ne va pas forcément vous rejeter, au contraire, il va même vous aduler. Il est capable de vous aduler, les deux, vous rejeter, vous aduler. En tous les cas, on balance toujours entre celui qui est adulé peut être rejeté également. Regardez actuellement avec Depardieu, je vais essayer de faire une vidéo sur Depardieu, mais regardez Depardieu, le profil, il est rejeté ou adoré, et il peut être mis sur un trône, il peut être mis élevé comme le meilleur acteur, je ne sais quoi, puis d'un seul coup, il peut être brûlé, il peut être excommunié. C'est l'ambiguïté de celui qui, justement, dans le groupe, va être différent par son propre autonomie, parce qu'il n'aura pas été sujet à ce type de conditionnement dans lequel nous sommes tous. Alors après, on dira, qu'est-ce qu'on peut dire? On peut dire que, est-ce qu'on peut dire que certaines ethnies sont plus ou moins mimétiques? Moi, je pense que vous avez des ethnies qui sont extrêmement mimétiques, et que c'est très difficile pour certaines ethnies, parce que peut-être que plus tard, des chercheurs, des scientifiques, en observant la biologie, je dirais, en observant et en scannant la biologie, d'un point de vue biologique, de scanner les cerveaux, ils verront qu'il y a des qualités différentes, des dispositions différentes, en fonction des cultures, des ethnies, c'est pas exclu. Et on verra que vous avez des ethnies qui sont plus sujets à une forme d'autonomie, c'est-à-dire qui fabriquent des gens assez divisés, parce qu'ils n'ont pas la qualité collective, c'est-à-dire cette espèce de facteur collectif n'est pas très fort, et donc ça crée des individualités, ça crée beaucoup d'individualités, d'indépendance, de conflits internes, mais ça provoque des génies. Et puis vous avez des ethnies très collectivistes, très collectives, qui elles fonctionnent toujours en groupe, et qui ne fabriquent pas énormément de génie ni d'originalité, parce qu'elles sont plus dans le mimétisme que dans l'innovation, dans la création. Et vous avez donc des sujets qui appartiennent à des ethnies particulières, ou des cultures peut-être qui ont développé certains paramètres de l'esprit, certains neurones peut-être par les gènes, c'est pas exclu, par l'hérédité aussi, c'est pas exclu, qui vont faire que vous avez des êtres qui sont moins sujets au mimétisme et qui vont donner des natures plus indépendantes, donc avec l'avantage et l'inconvénient qu'il y a plus de division dans un groupe qui sera indépendant, mais plus d'union dans un groupe qui sera doté de neurones miroirs, si on suit cette piste-là, sur le plan biologique, mais encore faut-il bien connaître ces questions-là, et moi j'évoque ça sans trop savoir, mais j'imagine que ça doit jouer. Et donc vous avez des peuples hyper collectifs, hyper communautaires, qui de toute façon seront toujours dans le communautaire. Et vous ne pourrez pas raisonner individuellement avec des gens qui sont dans le communautaire. Vous ne pouvez pas. Vous ne pouvez que raisonner avec des gens qui sont communautaires. Vous ne pouvez raisonner que collectivement. Donc vous adressez à une foule, vous adressez pas à un individu. Par contre, un groupe ethnique ou un groupe culturel qui sera très indépendant, donc très divisé, en son sein, il y aura beaucoup de divisions, parce que c'est la conséquence. Là, vous pourrez vous adresser à un individu qui vous suivra parce qu'il sera habitué à réfléchir par lui-même. Ça donne des cultures différentes, ça donne des cultures très prolifiques en termes d'innovation, de génie, de création, et ça donne des cultures très pauvres en matière de création,
Parce que justement, ils sont dépourvus de cette qualité individuelle qui consiste à s'épanouir individuellement et pas collectivement. On peut considérer de là, et c'est là où on va faire un petit cocorico, on peut considérer que la France, qui est un peuple très divisé, les Gaulois étaient très divisés, finalement a eu en son sein des génies, beaucoup de génies. En France, la France a produit dans tous les domaines des génies. Et donc, ça donne un pays très divisé, avec des individualités fortes, mais des gens qui innovent, qui inventent. La France, c'est une petite culture, c'est un petit pays, mais qui est très, très divisé, mais la conséquence de cette division a entraîné du génie, de l'innovation, et c'est pour ça que ça se tient, cette histoire, je trouve. En tous les cas, voilà un petit peu les pistes de réflexion que je vous suggère à partir de cette idée du conditionnement. Je vois que un de mes voisins arrive en voiture, donc je vais vous quitter parce que je vais le saluer. Je vous souhaite une bonne journée et je vous dis à bientôt.